Bonjour, bonjour, est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Bienvenue dans cette webconférence. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Parfait, OK. Toujours des petits soucis parfois. Bienvenue, à tout le monde. Oh, vous êtes très nombreux à écrire d'un coup. Bienvenue dans cette nouvelle webconférence, hebdomadaire, classique de lundi, tous les mardis après-midi. Heu, pour celles et ceux qui sont là depuis enfin qui reviennent, tous les mardis, vous savez qu'on organise, toutes les semaines sur une thématique, de la création, de la gestion d'entreprise sur un sujet très varié, commercial, gestion, juridique, voilà. J'espère qu'il y a aussi pas mal de nouvelles, ça permet d'avoir des nouveaux projets, d'avoir des nouveaux contacts, et puis de ouais, super, ça marche. Bah, bienvenue. Ce qu'on peut faire, peut-être je vais vous dérouler le programme, de cette petite heure. Ce qu'on va faire, c'est peut-être écrivez, si vous voulez, dans le chat déjà, votre activité, puis là où vous en êtes. Est-ce que vous êtes en création? Est-ce que vous êtes déjà en activité? Parce qu'on peut très bien, chercher du financement, parce qu'on va parler de financement, cet après-midi, même en étant déjà en activité. Est-ce que c'est en projet? Est-ce que vous êtes presque en démarrage, presque, au lancement? Plutôt en phase de création? Laura qui est déjà en activité. Beaucoup en création, d'accord. Donc c'est bien de se poser la question assez en amont, je le dis, c'est pas grave pour celles et ceux qui sont déjà en activité, parce qu'il y a toujours besoin, mais c'est bien de voir, oui, beaucoup en phase de création, de voir assez en amont, qu'est-ce qu'on peut nous demander? Et si on va chercher un financement, qu'est-ce que peut demander un financeur? Quels éléments on doit apporter? Et puis, quel type de financement on va aller, chercher aussi? C'est ce qu'on va voir pendant cette heure, c'est qu'il y a, plein de types de financements différents et donc on va pas présenter la même chose à chaque financeur en fonction de chaque besoin. Et puis même si vous alors souvent nous ce qu'on dit en tant que financeur, c'est qu'on intervient beaucoup à la fin du projet. Voilà, par exemple, on attend d'immatriculation, donc on est tout prêt de se lancer. Souvent, on intervient juste avant, l'immatriculation, ou pendant ce temps-là, pour, acheter le matériel qui est nécessaire, pour le démarrage, pour la trésorerie de départ, donc c'est vraiment, pour des besoins de démarrage. Mais c'est bien de se renseigner aussi en amont, je pense que ça va être, le mot-clé de cette heure, c'est l'anticipation, parce que même si vous êtes très tôt dans votre projet et que c'est pas maintenant que vous allez demander des financements, ou peut-être que vous pensez que vous en a pas besoin aujourd'hui, bon, bah, vous allez pouvoir travailler sur votre projet en fonction de ce que vous allez présenter aux futurs financeurs. Justement, ce que je vais vous présenter là aujourd'hui, ça va vous aider aussi à, bah, peut-être recibler votre cible clientèle, à, retravailler votre proposition de valeur, à définir quels sont vos besoins au démarrage et donc votre projet, la structure de votre projet, elle pourra aussi, être différent en fonction de si vous êtes éligible à des financements ou pas, à quel type de financement, pour quel type de besoin, à quelle échelle. Voilà. Alors beaucoup en création, ça a l'air d'être assez, quand même des créations, mais pas forcément très en amont, certains qui vont démarrer dans pas très longtemps. Alors voilà ce qu'on va voir pendant cette heure, une petite présentation très, très rapide, vous allez voir. En deçà de l'a dit, on y reviendra à la fin, quand on parlera du microcrédit, qui est un type de financement qui est un petit peu exceptionnel parce que c'est par l'ADI, ça n'existe pas en France, c'est très rare aussi, hein, en Europe, donc je te présenterai ça rapidement. Et puis, pourquoi aller chercher des financements? C'est ce que je disais, pour quel type de besoin? On va pas se poser, on va pas constituer un dossier de financement de la même manière en fonction de quel besoin on va chercher. Et puis comment on prépare un rendez-vous chez un financeur? Là, pareil, quels éléments on apporte, quels documents on apporte, comment on anticipe, comment on prépare, ce rendez-vous-là, comment on peut donc anticiper, le besoin financier et donc comment la gestion financière de l'entreprise se déroulera après. Plutôt besoin de matériel, nous dit Jessica, bah, c'est très, très classique le matériel et vous allez voir que ça fait partie d'une catégorie de besoins financiers très spécifiques, qui peut être très différent, par exemple, de la communication ou de la trésorerie. Je vais revenir, je vais vous expliquer pourquoi. Et puis, partie 4, vous voyez, qui est très importante, avant de finir, on parlera des autres financements que le gros classique, crédit, bancaire.
ou microcrédit, on parlera de tout ce qui est plutôt de l'apport, du renforcement en fonds propres et puis des primes ou des subventions, qui, donc sont complémentaires au financement, plus classique et vous allez voir, c'est une myriade de plein d'aides partout, il y a plein de choses qui existent, c'est très varié, mais, l'idée c'est de vous donner quelques pistes pour aller, les trouver et les demander parce que ça existe partout, mais il faut encore une fois, il faut le trouver. Voilà. Pour la formation, ce sera plutôt, alors nous on fait du financement aussi pour, le retour ou l'aide à l'emploi ou pour la formation, pour trouver de l'emploi. Là, moi, je vais plutôt parler des financements pour les professionnels, pour les entrepreneurs, mais pour du retour à l'emploi ou pour de la formation professionnelle, ça existe aussi. Voilà. Céline, pour une création entrepreneuriale, j'ai financé déjà, hein, quand j'étais conseiller auparavant, j'ai aidé à un montage de dossiers comme ça. C'est assez conséquent, on ne se rend pas compte à mon avis dans votre domaine, tout le matériel qui est nécessaire, tous les formations aussi, je ne sais pas à quel niveau vous êtes, mais, bravo pour en tout cas pour votre projet. Voilà. Alors, je démarre avant d'entrer dans le cœur du sujet sur, l'ADI. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore, c'est une association, une grosse association, l'ADI. On est, 850, salariés dans toute la France et les outre-mer. 1 200 bénévoles, parce que c'est une association, donc il y a quand même beaucoup aussi de bénévoles qui sont là plutôt pour l'accompagnement, pour le coaching, pour les formations et puis les employés mes collègues qui sont plutôt là pour, toute la partie financement et donc déjà, je vous ai détaillé les 2 métiers un peu qu'on a, notre cœur de métier qui est le financement, pareil principe, donc je reviendrai de microcrédit, de prêts d'honneur, de subventions et puis l'accompagnement au projet, avant la création et l'accompagnement après, pour, pérenniser l'entreprise et garantir que ça se passe bien ensuite. Soit par l'accompagnement, individuel, soit par, des formations en collectif. Voilà, puis le le 3e, gros pilier de ce qu'on a, c'est le travail avec, les pouvoirs publics, les collectivités locales, les ministères, bon, même si vous voyez ça change tout le temps, pour, faire comprendre que l'emploi, le retour à l'emploi et puis l'emploi indépendant, l'entrepreneuriat, c'est un pilier, très important sur les territoires pour le développement économique et que, en tant qu'association, en tant qu'acteur, on a aussi un rôle à jouer là-dedans. Voilà, ça c'est les 3 piliers de l'ADI. C'est quoi un prêt d'honneur? J'y reviendrai dans la partie, renforcement des fonds propres, pardon. C'est un prêt à taux zéro. Les prêts à taux zéro, les prêts d'honneur sont des aides, soit de structures privées, associatives comme on l'a dit, soit de politiques publiques, donc des collectivités locales ou de l'État, qui sont, distribuées par, les assos aussi, qui sont rarement distribuées directement par ces pouvoirs publics-là, et qui, accompagnent les financements bancaires, plus classiques. C'est, pour rééquilibrer un peu la balance par rapport au coût du crédit, bancaire. Je vais y revenir plus tard. Pas de souci, Hassan, bienvenue. Je détaille, hein, si vous avez des questions, hésitez pas, je vais vous mettre un petit hop, heu, voilà, comme ça, pour la partie vraiment questions, ça va me permet d'identifier les questions des remarques, les différencier. Heu, on va prendre le temps de répondre aux questions, si c'est possible. Alors, je vais revenir justement aux besoins en financement, on a oui, c'est une sur les pitchs, je vous redonnerai le programme des prochaines semaines, à la fin. On a Julien qui nous disait qu'il a un projet de contrôle technique moto, donc besoin de local, matériel et cetera. On va pouvoir distinguer justement, les différents besoins en financement, avant d'en venir à ces différents types de besoins qui vont, vous allez voir, donner lieu à différentes demandes de financement, à des financements différents. Justement, on va pas aller chercher les mêmes financements encore une fois en fonction des besoins, je vous le disais. Mais avant d'entrer dans ce détail-là des besoins, je vous l'ai dit, le mot-clé, c'est anticiper. Alors ça, c'est une phrase un petit peu classique, hein, quand on parle de financement, que ce soit, pour une entreprise ou pas. Malheureusement, on est souvent on emprunte quand ça va bien. Souvent,
un financeur prête quand ça va bien aussi. Bon, bah, quand ça va bien, ça veut dire qu'on c'est difficile de financer une entreprise qui, a pour des dettes ou, pour un trou de trésorerie, même si, ça arrive parce que, il y a d'autres critères sur lesquels on peut se reposer pour accorder un financement. Surtout quand c'est associatif et pas bancaire. Mais, bah, en gros, vaut mieux demander bien en amont et travailler avec nous, avec notre asso sur le besoin, calibrer vraiment ces besoins-là, mais au moins, venir, le demander assez en amont plutôt que de venir au moment où on crée l'entreprise, vraiment, au moment où on démarre l'activité ou trop tard, heu, ou quand vous avez déjà une entreprise en cours, quand vous allez développer un nouveau produit, un nouveau service, une embauche et cetera, plutôt que, après. Ça paraît, basique, hein, mais ça arrive tout le temps, ça nous arrive tout le temps de voir des personnes en difficulté qui juste ont pas posé la bonne question ou qui sont pas allées voir, aller demander à temps. Moi mon but c'est de vous mettre dans cette posture-là, d'aller, frapper à la bonne porte et d'aller poser la question, même si c'est bien en amont. OK, alors, ouais, on a beaucoup besoin de matériel ou de véhicules, donc des besoins, assez, coûteux, hein, je vois. Heu, Justement, si on rentre dans le détail des besoins, voilà les gros, besoins qu'on enfin ce que je l'appelle besoin, c'est qu'est-ce qu'on finance en fait et qu'est-ce qu'on va acheter? Qu'est-ce que vous de quoi vous allez avoir besoin pour démarrer l'activité et puis pour, pas seulement la démarrer, mais pour la faire vivre, au quotidien après. Bon, bah, voilà, des véhicules, du matériel ou des outils, un local, j'en ai vu certains qui vont chercher des locaux, de la trésorerie ou des charges, des dépenses, financières, donc des assurances, des frais bancaires et cetera, des consommables, du stock, de la communication, donc communication, ça peut être, flyer, carte de visite, de l'affichage, ça peut être, du flocage de véhicules, ça peut être, aussi de la communication digitale, donc le site internet. Pourquoi je les ai, catégorisés comme ça? Parce que je vous disais, ça c'est des besoins, des catégories de besoins différentes. On a ce qui est, matériel, ce qui est immatériel et puis ce qui est un peu entre les 2. Et puis qui des besoins, variables, mais aussi récurrents, hein. La trésorerie, les consommables, le stock, c'est pas seulement des besoins de démarrage, c'est des besoins qu'on va devoir renouveler. Des choses qu'on renouvelle, donc on va racheter, régulièrement, tous les mois, tous les 3 mois. Mais qui en fonction de l'activité, en fonction de votre objectif de chiffre d'affaires, qui vont être, en quantité variable, donc en coût variable aussi. Pas de souci Brigitte, bienvenue, on démarre juste. Voilà, par exemple, ce que nous dit Laura, besoin d'aide en financement pour participer à des salons coûteux, bon ça nous fait beaucoup, hein, pour l'événementiel ou pour ce qui va vous permettre de vous faire connaître. On est plutôt dans l'immatériel. Voilà, c'est, bon, ça va il y a une partie qui va être plutôt dans la trésorerie, puis une partie qui va être dans les matériels pour la communication et pour embaucher, c'est une très bonne question. C'est moi, je le ferais plutôt rentrer là dans la partie trésorerie, frais, assurance, parce que ce sont des charges, plutôt des charges. Les salaires, les charges sociales, c'est plutôt variable aussi en fonction de qui vous allez embaucher et puis ça évolue dans le temps, mais c'est pas du matériel. Ce qui est matériel là, c'est ce qui s'amortit, hein, les amortissements, donc c'est vraiment sur du dur. Un véhicule, ça, perd de la valeur dans le temps, ça peut se revendre. Du matériel, des outils, c'est pareil. Le local, c'est pareil, même s'il vous appartient pas, ça fait rentrer ça plutôt dans la partie matérielle. Après l'assurance du local, ça va être, dans les charges variables. Pourquoi je distingue, je vous le redis, ça en différentes catégories? C'est parce qu'on va pas aller chercher les mêmes financeurs, on va pas s'adresser aux mêmes personnes et on va pas s'adresser, enfin on va pas présenter la même chose en fonction de ce qu'on va chercher. Pour, ce qui est du matériel, c'est plus facilement finançable par une banque. Alors je vous le dis tout de suite, on va beaucoup faire de la comparaison, mais je suis pas là pour taper sur les banques, hein. Nous on travaille aussi, c'est obligé avec des banques, heu donc je suis pas là pour leur taper dessus, mais je grossis un peu les traits pour faire la catégorisation. Une banque, elle va financer beaucoup plus facilement ce qui s'amortit, ce qui peut se revendre, ce qui est s dont la valeur est facilement calculable, donc du matériel.
Ce qui est variable, c'est purement de la trésorerie, hein. C'est comme je disais, c'est financier. C'est des charges qui évoluent dans le temps. Donc ça, on va vous demander à vous de le prendre en charge. C'est pour ça que j'ai noté, c'est plutôt de l'apport ou des fonds propres, donc ce sont vos propres fonds. Je vais y revenir, hein, ces fonds propres-là, on peut, les renforcer, c'est-à-dire aller chercher des financements pour ça. Mais, ça doit, normalement, c'est ce qui vient de vous, OK? Ah pardon si j'ai des soucis de connexion. Je vais parler un peu plus lentement alors pour que vous puissiez comprendre. Mais je vais avancer quand même. Heu et donc voilà, ce qui est en bas en orange, c'est le plus difficile à financer parce que c'est de l'immatériel. C'est difficile de calculer combien ça coûte, c'est difficile de calculer, la valeur que ça peut prendre ou que ça peut perdre dans le temps aussi. C'est pas quelque chose qu'on peut revendre si on a besoin de trésorerie, si on a besoin de fonds, contrairement à un véhicule. Donc c'est beaucoup plus difficile de le faire financer par la banque, de faire financer que ça. Faire financer un site internet uniquement ou que de la trésorerie, c'est quasiment impossible. Si vous avez un véhicule et puis un site internet, bon, on peut rééquilibrer, une banque peut rééquilibrer. Voilà pourquoi j'ai fait cette séparation entre les 3. Les produits cosmétiques, par exemple, vous allez avoir du stock à faire financer, donc dans les variables parce qu'il va falloir le renouveler. Vous allez avoir de la communication, c'est de l'immatériel. Vous allez avoir probablement des frais de certification, hein, pour les envoyer à des laboratoires, c'est de l'immatériel. Voilà, je dis pas que c'est plus risqué, mais en tout cas, c'est plus difficile de les faire financer. Mais c'est toujours possible. C'est possible ailleurs, soit en renforçant vos fonds propres, justement, soit, par, du financement solidaire ou en cumulant plusieurs financements, hein. Le La clé, c'est aussi de cumuler, enfin, que ce soit complémentaire. Votre trésorerie, c'est ce qui vous permet de payer toutes vos charges, Béatrice. Donc les dépenses, variables, encore une fois, les assurances, des loyers, les cotisations auprès de l'URSSAF, heu, les salaires et cetera. Ça, c'est la trésorerie, OK? Il y a aussi, donc c'est le fonds de roulement. La trésorerie de sécurité, c'est encore une fois, je grossis les traits parce que c'est pas le sujet d'aujourd'hui, on va pas passer trop de temps, mais simplement un peu un coussin qui vous permet d'avoir une variable entre toutes ces dépenses-là que vous pouvez, anticiper quand même si c'est variable, c'est, heu, c'est prévisionnel et puis, s'il y a plus de dépenses que prévu, s'il y a des évolutions, bah, là, avec l'inflation par exemple, donc qu'on peut pas toujours anticiper, voilà, la trésorerie, elle sert aussi à compenser ça. Donc c'est pour ça que quand on démarre, on va pas seulement acheter un véhicule et aller chercher un local, on va s'assurer d'avoir de la trésorerie pour les premiers mois, pour payer toutes ces charges-là. Voilà. La love money, oui, je vais revenir, Julien, justement dans les financements un petit peu complémentaires. Bah, oui, je l'ai marqué là, mais justement, c'est tout ce qui est un peu les flèches bleues, c'est ce financement complémentaire-là, mais je rentrerai dans les détails, ce qui vont vous permettre de, je disais, renforcer vos fonds propres. En fait, c'est renforcer votre argent à vous, quel argent vous mettez dans le projet. Parce que quand vous allez chercher un emprunt bancaire, ça peut être le cas pour un microcrédit, mais c'est pas toujours le cas, on va regarder si vous-même vous investissez dans le projet. Que ce soit financièrement, que ce soit par du matériel ou un véhicule que vous avez déjà, c'est de l'apport, en nature ou de manière financière. Donc quand on va renforcer les fonds propres, on va aller chercher ces prêts d'honneur, donc ces prêts à taux zéro, la love money, des levées de fonds, par exemple. Quand on va chercher plutôt des investissements, donc acheter un véhicule, prendre un local, acheter du matériel, donc là on est plus justement dans la catégorie matériel, vous voyez en haut. Bon, ben, on peut aller, chercher un emprunt bancaire ou un microcrédit. Ah bah, si vous avez réussi à avoir un prêt perso pour un local, c'est très bien, donc sois assuré aussi, voilà. Attention, hein, ça dépend de votre statut, hein, enfin de la forme de votre entreprise. Si vous êtes en micro-entreprise, ça me surprendrait pas trop. Si vous êtes en société, par contre, ça me surprend beaucoup plus. Attention. Chaque financement va avec un besoin, donc ça je l'ai dit, ça dépend donc de type de besoin, ça dépend de combien aussi. Ouais, il y a des flèches dans tous les sens. Un emprunt bancaire, on va rarement accorder un emprunt, faible, donc à quelques milliers d'euros.
Aussi parce que, forcément, la banque se rémunère sur les frais qui sont associés à ce crédit-là, donc un prêt de 1 000 ou 2 000 €, c'est pas intéressant. Heu, Par contre, pour un prêt d'honneur, en fonction de la taille de votre projet, en fonction du besoin, on peut aller chercher un petit peu tous les types de financement et le microcrédit, c'est tout l'inverse. On va être plutôt sur des petits montants, de prêt parce que c'est pour du démarrage ou c'est pour booster l'activité. Donc attention aux besoins et attention à l'échelle du besoin. Et puis, comme je vous l'ai dit, on va chercher un financement différent en fonction de si vous avez un apport déjà ou pas. Est-ce que vous-même, vous pouvez mettre de l'argent dans ce projet-là? Je vais revenir Océane sur le prêt d'honneur. Si vous avez déjà de l'apport, c'est plus facile d'aller demander un emprunt à la banque. C'est aussi plus facile d'aller chercher une levée de fonds, d'aller chercher des investisseurs ou des financeurs privés, autres, parce qu'ils vont être rassurés, hein. C'est une question de risque et de garantie. Donc on va être rassurés parce que vous-même, vous avez un apport. Si vous n'avez pas d'apport, là, il va falloir renforcer vos fonds propres justement avec un prêt d'honneur ou aller chercher un financement qui n'est pas bancaire, donc un microcrédit. Voilà comment ça marche très rapidement. Si vous êtes déjà en activité, il va falloir aussi montrer que vous avez des résultats. À une banque, on va regarder, vous le savez sûrement, les 3 derniers bilans, l'activité des 3 dernières années. Aujourd'hui, on peut même vous demander, c'est un peu exceptionnel, mais on peut vous demander, 5 ans, d'historique, si ils sont là, hein, si ça existe. Si vous avez moins de 5 ans, on va pas vous demander évidemment. Mais pourquoi 5 ans? Parce que, les années de crise Covid sont pas représentatives sur un bilan comptable, on le sait. Un comptable le sait, un banquier le sait, donc le banquier va demander à pouvoir comparer sur une échelle beaucoup plus large. Si vous testez votre activité, par exemple, ou si vous avez une activité qui fonctionne, mais qui est pas forcément en grosse croissance, qui est pas en développement, c'est pas toujours de toute façon, dans les projets, hein, de développer, ou voilà, qui prend du temps avant que vous puissiez vous rémunérer, des choses comme ça. Bon, bah, c'est aussi forcément plus difficile de demander un emprunt bancaire. Mais il y a 2 choses, encore une fois, qui existent et on va les présenter. Est-ce qu'il y a plus d'aide pour les micro-entreprises? Je dirais pas qu'il y a forcément plus d'aide. Hem, c'est plus facile pour un financeur comme nous, par exemple, de l'étudier parce que c'est des dossiers, enfin, c'est une situation, une forme d'entreprise beaucoup plus simplifiée. Il n'y a pas forcément plus d'aide auxquelles vous êtes éligible en financement, mais pour un financement solidaire associatif comme nous, c'est plus simple. Pour un financement bancaire, c'est pas forcément le plus intéressant. Voilà. C'est pas forcément comparable. Oui, à quoi ça sert de demander un bilan sur 3 ans alors que la plupart du temps, nous venons de créer la structure? Encore une fois, ça dépend au cas par cas, hein, je vous le dis, mais parce qu'un banquier, lui, va faire son analyse en fonction d'une grille qu'il connaît déjà. On suit les évolutions de secteur d'activité, on suit les évolutions d'un marché et on va pouvoir comparer si votre activité, elle a fonctionné et donc si elle est porteur aussi dans l'avenir en fonction de cette grille-là, de comparaison. Nous, on le fait pas parce que sinon, on financerait personne, hein. Si on avait la même analyse qu'à la banque, bah, tout le monde irait à la banque, c'est normal. Hem C'est encore une fois, je vais revenir, mais un banquier, il raisonne en termes de risque, donc il faut lui apporter des garanties. Voilà. C'est une question de sur quoi mon analyse, repose, sur quels critères? Bon, bah, ma garantie, c'est est-ce qu'il y a eu de l'activité? Est-ce que ça a fonctionné? C'est un critère, parmi d'autres. Mais si vous venez de démarrer votre activité, il y aura d'autres financements, justement. Encore une fois, ça dépend des banques, hein. Là, je généralise, mais ça dépend des secteurs d'activité aussi, beaucoup. Voilà. Alors, si c'est une nouvelle activité, c'est-à-dire innovante, bon bah, là, pareil, on va se reposer sur d'autres critères. On va plus, être sur de la projection que sur, de l'historique. Sur des activités innovantes, ça dépend, ce que vous entendez par innovante aussi, parce que ça peut concerner différents secteurs d'activité. On va aller chercher des financements
complémentaires aussi, donc des aides, de l'État ou des régions, sur les activités innovantes, il y en a beaucoup. Donc, le risque pour un emprunt bancaire, il se fait aussi sur comment est monté le projet, le plan de financement et quelle part a l'emprunt bancaire, quelle part a votre apport et quelle part, ont, les autres, financements, les financements complémentaires. Et donc si ça se rééquilibre parce qu'il y a des aides publiques, par exemple, bon, bah, le risque est moindre pour l'emprunt bancaire. C'est vraiment une question, très comptable, hein, c'est-à-dire d'équilibrage. Ça dépend de votre secteur, Caliste. En fait, ce que je disais à Mathieu, c'est que c'est une question d'équilibre du plan de financement, hein. Donc quelle proportion, a, l'emprunt bancaire au microcrédit? Quelle proportion a votre apport? Quelle proportion ont les autres financements? Il y a pas de règle, il y a pas de formule, mais en fonction de certains secteurs d'activité, par exemple, on peut vous demander un tiers, 30 d'apport par rapport à ce que vous allez demander à la banque. L'activité, vous savez peut-être, le secteur d'activité où on demande la plus grosse part d'apport par rapport au crédit, qu'on demande à la banque, c'est la restauration parce qu'il y a du risque, mais c'est surtout que c'est souvent des plans de financement assez conséquents parce qu'il y a beaucoup de choses à acheter, du matériel, le local, le stock. Et donc on va demander à ce qu'une part plus importante soit prise en charge aussi par le créateur ou la créatrice, donc un tiers. Voilà, c'est le bâtiment, je saurais pas vous donner une, règle parce que pour moi, c'est vraiment très variable en fonction de l'activité. Mais ce que je peux vous dire, c'est le bâtiment est toujours considéré comme un des domaines, un des gros pôles, les plus à risque, hein. Bah, vous le savez, pour les assurances aussi, pour le financement, c'est aussi le cas parce qu'il y a beaucoup de concurrence, mais aussi parce qu'il y a beaucoup d'évolutions dans la réglementation et dans le secteur. Heu, voilà, je j'ai pas je il y a pas de règle, mais un tiers, effectivement, ça m'étonnerait pas que la banque vous demande un tiers, parce que c'est risqué. Les points de vigilance, alors ne pas surestimer, ne pas sous-estimer non plus le besoin, hein. Je vous l'ai mis, ne pas minimiser son besoin. Je l'ai beaucoup vu, des personnes qui me disaient: «Bon, bah, bonjour, j'ai besoin de tel matériel. Oui, j'ai besoin d'acheter un véhicule pour aller, faire mes livraisons, pour aller, prospecter, pour aller» OK. Est-ce que justement on n'a pas besoin aussi de trésorerie pour tenir les 2-3 1 mois, de charge? Est-ce qu'on n'a pas besoin de communication? Est-ce qu'il n'y a pas des besoins auxquels on n'aurait pas pensé ou un montant qui est parfois surestimé et parfois sous-estimé? Bon, bah, c'est aussi notre rôle, hein, d'établir ce plan-là de financement et le besoin. Heu, pour ça, vous pouvez vous faire accompagner justement. Ne pas investir jusqu'à ses dernières économies dans son projet, bah oui, votre apport, enfin votre projet ne doit pas reposer que sur votre apport. Si vous avez, du chômage, si vous avez, épargné, si vous continuez à travailler, que vous avez votre salaire au début, c'est censé vous aider à vivre personnellement, sur votre budget perso. C'est pas censé, être, 100 de votre budget, enfin votre comptabilité pro, votre trésorerie ou de vos investissements de départ qui reposent sur votre, argent personnel. C'est bien d'avoir de l'apport, c'est nécessaire souvent pour avoir d'autres financements. C'est, aussi moins risqué parce qu'une partie, c'est vous, voilà, qui l'apportez, donc c'est pas de l'endettement, mais ça ne doit pas reposer à 100 sur votre, apport. Ça, ce serait trop risqué, vraiment. Si vous faites ça et qu'au bout de quelques mois, quelques années, vous allez voir un financeur, parce que, si c'est du développement, OK, si c'est parce que, encore une fois, il y a de l'endettement ou parce que juste, il y a pas forcément de l'endettement, mais vous êtes sur un rythme, vous êtes tout juste rentable et vous versez pas de salaire et cetera, de rémunération, heu, c'est plus dur à financer parce que ça veut dire que vous avez pas anticipé au démarrage. Voilà. Donc le calcul, risque, hein, toujours risque garanti
Si on ne peut pas répondre à son besoin de financement, différer le projet ou réévaluer ses besoins. Alors je sais que c'est pas facile forcément ça à entendre, c'est pas toujours le meilleur conseil, hein. Encore une fois, c'est aussi du cas par cas. C'est pour ça qu'il faut, se projeter, se faire accompagner pour ça. Ça se calcule, ça se chiffre. Mais parfois, quelques mois en plus, à travailler, le chiffrage justement du projet, à recibler, notre clientèle, à chercher des fournisseurs, ça peut être bénéfique. Parfois, c'est aussi en fonction de la saisonnalité du projet, enfin de l'activité. Et puis des fois, c'est réévaluer le besoin. Est-ce qu'on démarre plus petit et puis on grossit petit à petit? Est-ce que ça a pas au contraire été sous-estimé? Ça encore une fois, bah, c'est notre rôle de vous aider à chiffrer. Voilà. À donner un cadre, chiffré, financier à votre projet. Alors je vais essayer, avant de passer à la partie suivante, de répondre à quelques-unes des questions, parce qu'il y en a beaucoup. Philippe, je voudrais créer un blog pro, mais avant de me pourvoir en société, je voudrais commencer sous forme d'association et ne pas avoir à demander trop de financement. Oui, bah, c'est ça. C'est justement cette partie, étape par étape, cet angle-là, c'est possible. Attention à la facturation que vous pourriez faire en association. Faites-vous accompagner, hein, par un comptable ou un avocat. Surtout pour les associations, vous aurez des aides pour ça. Pour faire appel à eux. Ça peut être aussi démarrer en micro-entreprise parce que justement, c'est une forme de comptabilité et administrative beaucoup plus simple avant de passer en société. Les aides sont-elles les mêmes pour les SI? Non, hein, les sociétés civiles, c'est pas des sociétés commerciales. Donc, bon là, chercher des financements, je dirais que c'est plutôt comme si vous allez chercher des financements à titre personnel. Après, les règles juridiques, administratives et comptables sont pas du tout les mêmes dans la gestion de l'entreprise. Alors, pour la sub, ah oui, d'accord, quelle c'était parce que je demandais préciser pour la sub. Selon secteur, création de vêtements et accessoires, en la récupérant des stocks. Chez les grosses maisons de couture, on touche un peu à l'environnement. Bah oui, après c'est ça, c'est comment vous valorisez, comment vous présentez votre projet, sur des projets à impact, transition écologique. Je vous en montrerai, quelques exemples d'aides tout à l'heure là-dessus. Effectivement, c'est possible de encore une fois, ça dépend comment vous le présentez, comment vous le valorisez. Quels sont les délais approximatifs, entre la demande, le temps de réponse et déblocage éventuel des fonds? Alors, ça dépend où. Si c'est à l'ADI, c'est, 1 semaine max pour avoir un rendez-vous. Après, c'est 1 semaine, à 10 jours pour avoir un financement. La plupart du temps, ce qui prend du temps, c'est d'avoir toutes les infos, d'avoir des documents. Si on demande pas des dossiers, ultra gros, souvent c'est ce qui manque, quoi. Quand il y a des questions de, documents avec des revenus sociaux, ou des impôts, choses comme ça, qui sont faciles à trouver, mais c'est souvent ça qui manque. Voilà. Sinon, c'est très rapide. Bon, Dorothée, je vous ai répondu pour votre SCI, mais n'hésitez pas s'il y a d'autres questions. Le projet nécessite l'embauche de 3 à 5 personnes la première année. Est-ce que l'ADI peut aider dans ce but? On a de l'accompagnement, à la première embauche, heu, pour, anticiper, de manière réglementaire, heu et puis trouver, la bonne personne. Donc on a de l'accompagnement pour ça. Après, ça peut être pour de la trésorerie, mais bon, il faut le chiffrer parce que j'imagine que 3 à 5 personnes, ça peut monter haut. Ouais. Ah! Vous avez essayé la fiscalité, à l'IS. Bon, à ce moment-là, oui, c'est la même règle. Tout à fait. Ouais, tout à fait, Dorothée. Alors là, c'est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on va vous demander quand on est un financeur? Comment vous le préparez? Quels sont les éléments à communiquer? Je vais vous présenter ça, mais rapidement, parce qu'on a des webconférences, puis des ateliers beaucoup plus détaillés sur, la comptabilité et sur les éléments, heu, qui permettent de chiffrer un projet et puis de gérer l'entreprise après, d'un point de vue comptable. Les 3 éléments qui sont importants, le plan de financement, c'est au milieu, je vous en ai parlé déjà depuis tout à l'heure, alors
très, très grossièrement, c'est ce que je vous ai montré au début, hein, c'est évidemment, ça se présente pas comme ça, mais c'est une liste de ce dont j'ai besoin. Est-ce que j'ai besoin d'un véhicule? Est-ce que j'ai besoin de matériel? Est-ce que j'ai besoin de trésorerie? Est-ce que j'ai besoin de communication? Et en face, comment je le finance? Est-ce qu'il y a une partie, c'est de l'apport? Est-ce qu'une partie, c'est du financement extérieur? Est-ce qu'il y a un financement bancaire? Voilà, je mets au regard mon besoin, combien il coûte, comment je le finance. OK? Ça, c'est très simplement un plan de financement, et c'est ça que nous, on va travailler aussi avec vous. V Julien, vous aurez la conférence en replay, parce qu'elle est enregistrée. Donc du coup, Céline, oui. Hem, le deuxième élément, c'est le compte de résultat ou le prévisionnel chiffré. Vous avez probablement déjà entendu parler de ce terme, le prévisionnel. Vais-je gagner de l'argent? Alors, ça répond à la question en tout cas, vais-je gagner de l'argent? Le prévisionnel, c'est, heu, alors comment le faire simplement? On va lister les charges que vous avez, toutes les dépenses. On va lister toutes les entrées que vous prévoyez. C'est vraiment prévisionnel. C'est pas forcément, ce qui sera réalisé, ça peut être plus, ça peut être moins. Mais on essaie d'avoir, parfois plusieurs, hypothèses, une hypothèse haute, une hypothèse réaliste, une hypothèse basse, pour aussi voir comment, si c'est une hypothèse basse par exemple et qu'on a peu de chiffre d'affaires, peu de rentrées, comment on peut rééquilibrer en retravaillant, les dépenses, en échelonnant et cetera. Bon, bah, c'est ça un prévisionnel, c'est mettre au regard là, les dépenses et les recettes, qu'on prévoit, qu'on anticipe. OK? Et en fonction de ce prévisionnel-là, on peut se dire: «Bah, au bout d'un an, peut-être que je vais pouvoir embaucher». Au bout d'un Parce que j'aurai, assez de trésorerie. Au bout d'un an, ou au bout de 3 ans, c'est des exemples, hein, ce que je donne, on va pouvoir, développer et aller, sur, d'autres activités, développer plus, développer, à l'échelle géographique aussi, avoir un autre modèle économique, avoir un autre modèle, un autre d'autres canaux de distribution. Si seulement je vends en ligne, là, peut-être que je vais pouvoir ouvrir une boutique. Enfin, c'est ce qui nous permet d'anticiper justement tout ça. C'est du prévisionnel, encore une fois, c'est pas du réel. Yasmine, je suis désolé, c'est trop large comme question. Je ne suis pas du tout spécialiste du domaine artistique, mais puis vous vous doutez bien qu'il y a plein de métiers différents et puis ça dépend aussi d'où vous vivez, d'où vous travaillez. Mais voilà, je pense que là, il va falloir, un accompagnement beaucoup plus, spécifique. Donc c'est possible. Et puis le troisième élément, donc je parlais du plan de financement, la liste des besoins et comment je les finance, le prévisionnel, les entrées, les sorties de en anticipant sur plusieurs années. Et puis le plan de trésorerie, c'est plus là un outil comptable qui répond à la question: «Aurais-je assez d'argent sur mon compte?» Et donc on va, pour ça que je dis c'est pas là que du chiffrage, c'est pas que de la trésorerie, c'est comptable, c'est vraiment: «Qu'est-ce que j'ai sur mon compte en banque?» Et donc c'est beaucoup plus en proximité que le prévisionnel parce que c'est ce qui rentre, c'est ce qui sort, mais c'est réel. Donc ça, c'est un outil que vous allez garder tout au long de la vie de l'entreprise. C'est pas seulement pendant le projet, à la création, comme le prévisionnel. Vraiment, c'est ce qui va vous permettre de gérer la comptabilité sur votre compte. OK? Est-ce que c'est j'essaie de le simplifier, mais vous me dites. Ça vous permet de prévoir aussi, hein, parce que, vous pouvez avoir des clients qui ont des délais de paiement, vous pouvez avoir des fournisseurs qui demandent au contraire des avances aussi. Donc ça, c'est pas quelque chose qu'on aura, aussi détaillé dans un prévisionnel. Par contre, dans le plan de trésorerie, heu, vous l'aurez beaucoup plus en proximité, beaucoup plus en détail. À telle période, j'ai des paiements à faire sur mes fournisseurs. Par contre, ça va peut-être créer un trou, mais les délais de paiement, mes clients vont me payer plus tard. C'est bon? OK. Il faut le voir pour vraiment comprendre, mais encore une fois, on pourra rentrer, à d'autres moments en détail là-dessus. En tout cas, c'est ces 3 éléments-là qui nous permettent d'anticiper, de prévoir comment va fonctionner l'entreprise d'un point de vue, comptable, et fiscal aussi à terme, hein. Qu'on va présenter à un financeur. C'est en tout cas ce que demande la banque, en plus de votre, étude de marché, hein, tout ça constituant votre, heu, votre, business model. Le business model, en très gros, c'est une part d'étude de marché, c'est très,
quali, comment fonctionne votre entreprise, à qui elle s'adresse, à quelle clientèle, dans quel secteur, dans quel environnement de concurrence et de fournisseurs, réglementaire, environnemental, et cetera. Dans quel environnement cet environnement-là s'intègre à votre entreprise, cette étude de marché. Et puis on retrouve aussi la partie plus chiffrée, ces 3 éléments-là. OK? Ça, on présente ça à la banque. Les clés pour réussir, pour, avoir un financement bancaire, je vous l'ai dit, avoir un apport, alors ça dépend du secteur d'activité, ça dépend aussi des banques, hein, parce qu'il y a des banques, spécialisées dans certains secteurs, d'activité, donc ils vont être un petit peu plus sensibles. C'est pour ça que c'est important d'aller voir, plusieurs banques. Je vous l'ai mis là aussi, diversifier les sources de financement, c'est, avoir un crédit bancaire, avoir un prêt d'honneur, avoir une subvention, qu'on arrive à en avoir, heu, ou aller, faire un benchmark de plusieurs banques. Sortez aussi de votre banque, personnelle, hein. Pas forcément bien d'avoir toujours sa banque pro chez sa banque perso, même si vous avez pas de crédit, au moins pour la gestion aussi. Mais voilà, diversifier ça, vraiment les mettre en concurrence, faire des benchmarks, c'est la clé. Comme vous le feriez, je sais pas si certains l'ont fait ici, pour un prêt, immobilier, c'est ce qu'on dit souvent aussi, d'aller voir plusieurs banques. Voilà. Qui peut avoir un prêt d'honneur? Je vais vous le présenter, tout de suite après. Alors un pool bancaire, ça dépend encore une fois de l'échelle de votre projet et puis du besoin. Si effectivement il est assez conséquent, vous pouvez le faire, comme on fait effectivement pour un projet immobilier aussi. À ce moment-là, vous pouvez, je cherche le bon terme, pardon. Vous pouvez aller, demander un je me perds mes mots, je suis désolé. Heu, à une personne qui, compare les prêts si vous l'avez. Voilà, voilà ça. Un courtier, merci de 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 vous faire ce montage-là, en tout cas de faire le montage, de projet du pool. Merci beaucoup Nathalie, je suis désolé. Alors un accompagnement sur l'étude de marché, oui Marie-Noël, tout à fait. Ouais, 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 ouais. Il faut prendre le temps là-dessus, je trouve aussi. Et alors quel risque? Alors quel risque? C'est, aussi les critères, hein, de l'analyse bancaire et ça je vous le disais, un banquier va raisonner en termes de risque et donc pour contrebalancer ces risques-là, il faut apporter des garanties. Quels sont les projets qui sont considérés comme risqués? C'est pas forcément ceux, qui sont uniquement risqués d'un point de vue, financier d'ailleurs, hein, il y a d'autres critères. Je vous l'ai mis là, jugé trop audacieux ou innovant. Au contraire, des fois, il y a des financeurs qui aiment beaucoup les projets innovants parce que, disons que c'est des projets qui prennent aussi du temps à démarrer, donc il y a d'autres garanties qu'on peut prendre quand on est financeur, quand on est prêteur. Mais le problème c'est le même risque, c'est la même chose qui constitue un risque chez les projets innovants, c'est que, bah, pour le coup, ça prend du temps en développement et que les recettes, les bénéfices de cette entreprise-là, elles seront pas, ils se directs, ça va prendre du temps. Donc le remboursement du prêt, soit il est différé, soit il va se faire sur d'autres choses que l'activité de l'entreprise pendant les premières années, hein. Le fonctionnement d'une start-up, par exemple, c'est beaucoup de développement, beaucoup de recherche et l'activité, elle démarre, pas tout de suite. Donc c'est vrai, encore une fois, le remboursement du prêt, il n'est pas, fonction des bénéfices générés par l'activité, mais par d'autres choses. Je comprends pas votre question, Brigitte, je suis désolé. Ah oui, fait une virgule, pardon. Oui, oui, on peut, aider à financer une formation professionnelle. Oui, c'est ce qui si c'est ce qui vous permet d'avoir de l'activité après et de créer votre entreprise, oui, oui, tout à fait. C'est pas un matériel, là, pour le coup, c'est pas, du stock du local, clairement immatériel, hein, pour revenir à ce que je disais au début, mais c'est ça. Ouais, ouais. Autre, critère de risque pour un emprunt bancaire, le plan de financement déséquilibré. Bon, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure on va vous demander une part assez importante en apport, on va demander une part plus importante en besoins matériels plutôt qu'immatériels. Un plan de financement, ça s'équilibre, mais alors ça, vous êtes pas obligé de le faire pareil tout seul, il faut prendre conseil, même si c'est auprès d'une banque.
Un projet est plus risqué s'il est porté par un ou plusieurs créateurs n'ayant pas l'expérience souhaitée par la banque dans le domaine d'activité. Alors ça, c'est bon, le principe de l'initiative, c'est aussi que vous alliez sur des activités qui sont pas forcément les mêmes, mais c'est vrai que, bah, quelle garantie j'ai? Là, c encore une fois, c'est pas une garantie, financière, hein, c'est le risque, il est pas, porté sur le remboursement du prêt, mais il est porté sur, la confiance qu'on peut avoir en vous. Est-ce que vous avez travaillé auparavant dans ce domaine-là? Est-ce que vous avez fait, au moins un stage? Est-ce que vous avez été formé? Parce que ça induit que vous allez pouvoir avoir des clients plus rapidement, que vous allez avoir un produit ou un service qui est qualifié, donc que vous allez pouvoir, vendre rapidement et puis, au prix qui est le bon et pas devoir démarrer avec un petit prix, tester tout ça. Bon, voilà, forcément, c'est ce qui est c'est ce qui conditionne le bon remboursement du prêt, mais c'est pas, clairement une analyse de risque financier, c'est, plutôt sur la confiance client, en gros, donc confiance, créateur, vous. Pareil, est-ce que vous avez des fonds propres suffisants ou pas? Donc les apports, donc là, il va falloir aller les renforcer avec ce que je vais vous présenter tout de suite et puis, les, demandes de financement qui répondent enfin de du secteur d'activité ou d'activités qui répondent pas aux besoins du marché. Je vous l'ai dit tout à l'heure, une banque a fait elle-même des études de marché, c'est de la veille. Ils savent comment, votre secteur d'activité évolue, s'il y a des contraintes réglementaires, s'il y a le développement de la concurrence et cetera donc elle-même sait si vous avez de la place ou pas. Est-ce un problème si on a déjà un crédit en cours perso ou pro? Hem, Là, pour le coup, on est vraiment sur une analyse, en termes financiers, par contre. Heu, Ce qu'on va regarder, c'est votre capacité de remboursement. Le prêt, que vous avez déjà en cours, vous le remboursez tous les mois, ça fait partie des charges que vous avez. Si c'est pro sur le plan de charge, pro, hein, donc on va le mettre avec, les cotisations, avec le loyer, avec les assurances, tout ça. Si c'est perso, on va le mettre avec votre budget perso. Le budget perso, il est toujours regardé, hein, que ce soit chez nous ou chez une banque, il est toujours aussi regardé, même si c'est un projet pro, heu et donc ça le fait rentrer dans une charge, dans une dépense. La question, c'est est-ce que vous avez la capacité de rembourser, 2 mensualités, donc 2 fois ces charges-là, avec le nouveau prêt? Si oui, c'est pas grave, c'est pas un risque. Sinon, c'est un risque de surendettement. Donc, là, le risque, il est plus pour vous que pour le financeur et donc effectivement, c'est plus difficile d'avoir le financement. Hem, c'est une analyse en termes de capacité de remboursement, là. Perso, ben, ça va rentrer sur votre budget perso. Est-ce qu'en face, vous avez des rentrées d'argent, perso aussi suffisantes pour, faire face à cette dépense-là? Comme n'importe quelle dépense du quotidien, votre loyer, et cetera, perso. Est-ce que vous avez d'autres revenus que le revenu que vous allez avoir en tant qu'entrepreneur? Conjoint, des revenus sociaux? Est-ce que vous travaillez à côté? À quel moment on sait que vous allez avoir des revenus, grâce à votre activité? Est-ce que ça va être rapide ou pas? Et puis combien? Voilà. Là, c'est purement un budget, hein, les dépenses, les revenus et puis on regarde, la différence. Voilà. Hop. Alors, les fonds propres, l'apport et les subventions. Heu Alors, pas de minimum de fonds propres obligatoire, j'ai dit tout à l'heure, ça dépend des secteurs d'activité. Par exemple, en restauration, on va demander au moins le tiers. Ça dépend des banques aussi, forcément. Il y a pas de forcément de minimum. Voilà. Nous, non, parce qu'on sait qu'on s'adresse à des personnes qui ont peu d'épargne, un peu d'argent personnel. Donc, à la banque, ça va dépendre de votre secteur d'activité et puis de la banque. Que signifie une levée de fonds? Eh ben, on en vient, c'est, aller chercher de l'argent auprès de particuliers, et auprès de particuliers, on a différents termes pour dire donc à peu près cette même chose-là qu'est la recherche de fonds privés. Par exemple, le crowdfunding, vous avez certainement déjà entendu parler, c'est donc, de la recherche de fonds qui se fait beaucoup par les plateformes en ligne.
pas que, mais ça passe beaucoup par là, où vous allez présenter, votre produit ou votre service, mais c'est beaucoup des produits, à une communauté de personnes qui sont prêtes à investir dans des projets ou à faire des dons. Ce qui est pas mal, c'est que ça vous permet de tester. C'est souvent utilisé quand vous êtes en phase de projet, prototypage ou au tout début de l'activité pour trouver votre, clientèle et puis pour communiquer, ça fait parler de vous. Ça vous fait vous entraîner aussi à comment vous allez présenter votre produit. Donc c'est le pitch, votre argumentaire. Ah, c'est votre cas, ça, voilà. Attention, je vous l'ai mis, c'est un complément. C'est insuffisant pour couvrir l'ensemble d'un plan de charge. Sauf si vous n'avez pas de besoin en financement, mais si c'est le cas, ça ne va pas, couvrir l'ensemble. C'est bien, je vous le redis, beaucoup pour la communication et pour du test. Mais c'est pas de l'argent qui est suffisant, heu, pour après aller développer votre produit, avoir, du stock, avoir des matières premières, et couvrir toute la communication. C'est un parmi d'autres. On a la love money, donc l'argent des proches. Ce qui est bien, je vous l'ai mis, c'est que vos proches, c'est votre premier soutien, j'espère, en tout cas. C'est les premiers qui seront, informés de votre projet, c'est les premiers qui souvent, seront aussi convaincus parce qu'ils vous soutiennent, parce qu'ils connaissent votre, expertise, votre connaissance, ils savent que ça fait longtemps que vous travaillez dessus. C'est un levier de financement rapide parce qu'ils sont proches, voilà, et que c'est moins difficile de les convaincre. Et puis, voilà, le fait d'avoir déjà un entourage qui vous soutient, moralement ou financièrement, ou les 2, et ben, c'est aussi rassurant pour un financeur, pour un banquier, pour un autre financeur, privé, parce qu'on sait, voilà, que vous êtes au-delà du fait que ça vous donne un apport financier, c'est aussi un soutien. Franchement, c'est pas négligeable le soutien moral. Comment ça se passe? C'est quelque chose qui est quand même encadré, par la loi. Les dons familiaux, alors il y a pas de plafond, mais par contre, vous pouvez avoir des exonérations, fiscales, si on vous donne pas plus, vous voyez, c'est très précis, 31 865 € tous les 15 ans. C'est une exonération des droits de mutation, c'est-à-dire que normalement, quand vous faites un don, c'est soumis à de la fiscalité. Heu, alors en crowdfunding, je ne dois pas rendre l'argent aux participants si le projet marche. Non, ce sera plutôt sur, des business angels, donc des personnes donc qui investissent, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup pour la start-up, heu, dans 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 des projets, justement de start-up, donc des business angels. Le crowdfunding, non, c'est plutôt on va avoir des contreparties. Donc, vous allez, partager, des produits ou des au moins les produits d'entrée de gamme, voilà, des contreparties comme ça. Pas forcément financières, plutôt en nature. Ça peut être, de de l'Access Premium ou de l'Early Access. Voilà. Donc c'est des avantages. Au-delà des dons familiaux, si ce sont d'autres donc des privés, des particuliers, le prêt entre particuliers qui s'appelle là plutôt crowdlending, il est aussi, encadré. Par contre, c'est assez flexible, parce que c'est en fonction du cadre contractuel que vous vous donnez. Vous pouvez, donc rédiger un contrat. C'est pas encadré dans la loi s'il y a des intérêts ou pas, c'est à vous de voir avec votre financeur s'il veut des intérêts. Par contre, ça doit être déclaré aux impôts et là, oui, le plancher est assez bas, à partir de 760 €, mais bon, par personne, hein. Et si c'est au-delà de 1 500 € aussi par personne, ça doit faire l'objet d'un contrat, rédigé et signé chez un notaire. Et puis au-delà, il y a la souscription au capital. Alors là, ce n'est pas du don, mais c'est donc des personnes qui ou des entreprises qui investissent. Pareil, je vais vous donner des exemples et donc qui vont, par leur investissement, entrer au capital. On n'investit pas seulement en trésorerie, pour le dire très grossièrement, mais on investit avec un intérêt et l'intérêt, c'est qu'on entre au capital, donc on peut avoir, en fonction du pourcentage, la rémunération ou des avantages sur les bénéfices de l'entreprise. Voilà. Les prêts d'honneur, on en a beaucoup parlé, sans vraiment entrer pour le moment dans les détails. Les prêts d'honneur, c'est les prêts à taux zéro.
Heu, la première chose, et ça va en décevoir certains, ça n'existe pas, chez nous en France, enfin, quand je dis chez nous, c'est partout, hein, en France, pur. Alors il y a quelques associations qui le font pour des secteurs très spécifiques ou pour des projets, à fort pas impact, à fort, potentiel de développement, mais c'est sur leurs fonds propres, sur leurs fonds privés. Les prêts d'honneur qui sont distribués par des associations, comme l'a dit, ou par, les collectivités, locales ou l'État, qui sont délégués, donc toujours distribués par nous aussi, c'est tout le temps couplé à soit un crédit bancaire, soit un microcrédit. Tout seul, non. Voilà. Parce que c'est pas, alors ça a existé, hein, dans certaines régions, mais ça a été vite, il y a eu pas mal de retours en arrière parce que pour certaines régions et certaines collectivités locales, c'était à perte. Heu, En fait, faut pas le voir comme un fonds qui est seulement, gratuit à taux zéro sans frais, mais c'est, une aide qui permet, comme j'ai dit au début, de, rééquilibrer le plan de financement et que tout ne porte pas sur le coût du crédit. Voilà. Alors, où faire la demande? J'ai dit donc il y a certains qui sont portés par des régions, heu, soit pour des projets impact, de développement du territoire, impact éco-responsable, on disait tout à l'heure, soit pour des projets innovants, du numérique, heu, soit par secteur d'activité, c'est très rare, mais là, par exemple, je vous ai donné le cas d'Investour, c'est pour les activités du tourisme. Ensuite, toutes les régions ont leur, fonds et leur dispositif de prêt d'honneur, de prêt à taux zéro classique, pour tous les entrepreneurs avec accès facilité, plutôt sur critères sociaux, donc si vous êtes demandeur d'emploi, au RSA et cetera. Ça a un nom différent dans chaque région, jusqu'à il y a quelques années, ça s'appelait partout le NACRE, c'était porté par l'État. Aujourd'hui, c'est donc porté par les régions. Donc il y a des noms différents partout. Le NACRE, Pass Création dans le centre, et en Bretagne, Entrepreneur Hashtag Leader, c'est en Île-de-France, Crea Imprese en Corse, Biest Entreprendre Hashtag Parcours, c'est très long, dans le Grand Est. Donc voilà, vous pouvez aller, voir ça et donc je vais vous donner un bon lien, pardon, je vous le donne tout de suite de BPI France, donc un organisme de l'État qui les regroupe tous, voilà. Et comme ça, vous pouvez les trouver en fonction de votre région et ça vous envoie vers le site de votre région pour en faire la demande ou pour trouver les acteurs qui peuvent vous recevoir pour en faire la demande. Ces programmes-là, c'est assez, particulier parce que c'est en plusieurs étapes. Il y a une étape d'accompagnement, une étape donc de montage de projet, une étape de financement par le prêt d'honneur et une étape post-création en accompagnement aussi. Et puis il y a d'autres fonds de prêt d'honneur qui sont aussi des fonds de BPI France. Donc BPI France, c'est une grosse structure de l'État qui travaille sur le développement économique, sur de l'investissement, tout ce qui concerne le développement des entreprises. Hem, qui est incontournable pour nous, que c'est l'agence de l'État qui nous organise, nous aussi, en tant qu'asso, en tant qu'acteurs de la création d'entreprise et en tant que financeurs. Et donc, ils ont des fonds de prêt d'honneur qui nous délèguent. C'est eux qui ont l'enveloppe, mais c'est nous qui le distribuons. D'accord? Donc, on a ce fonds-là de prêt d'honneur de BPI, et puis on a, on l'a dit, des fonds propres, c'est-à-dire des fonds qui sont à nous, qui sont récoltés par des mécènes, enfin, depuis des mécènes ou depuis des dons. Un classique pour tout le monde, le prêt apport en capital, parce que justement, il renforce vos fonds propres, il renforce votre apport. C'est un prêt d'honneur et un prêt d'honneur, pour la transition écologique, donc pour des projets, de mobilité durable, de, heu, circuits courts, voilà, besoin plutôt de transition écologique. Voilà pour les prêts d'honneur et prêts à taux zéro. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas et puis je continue sur les primes et les subventions. Alors pareil, elles sont, sectorisées soit par secteur d'activité, soit, par zone géographique, c'est souvent ça. Là, j'ai mis celles que nous, on est pour lesquelles on est aussi délégataire, en quelques exemples. Idéclic en Auvergne-Rhône-Alpes, alors, bon.
elle existe toujours, il me semble. Gaïa en Nouvelle-Aquitaine. Après, je vous ai mis 2 exemples de fonds qui sont apportés par 2 conseils départementaux, donc une Ille-et-Vilaine en Côte d'Armor, en Bretagne. On a aussi un fonds du Grand Est. On a un fonds spécifique en Nouvelle-Calédonie et puis un que je vous ai pas mis là, mais qui est assez important pour les entrepreneurs de moins de 30 ans de Marseille, vraiment de la ville de Marseille. Alors, quelle est la différence entre prêt d'honneur et prime? Le prêt d'honneur, c'est un prêt. Même s'il est à taux zéro, il est sans frais, c'est un prêt, donc il se rembourse. D'accord? Une subvention, une prime, c'est net. En fait, c'est de l'argent qui vous est versé en aide. Voilà. Soit c'est parce que ce département, cette ville s'est dit il faut aider les jeunes entrepreneurs, enfin les créateurs d'entreprises à nous aider à développer le territoire, à développer économiquement. Donc on va donner des fonds. Soit c'est pour relancer certaines activités, on en a eu pas mal après le Covid, hein, le tourisme, le transport. Voilà. Ce sont des aides plutôt publiques et c'est net. Il y a quoi à Marseille? C'est une prime qui s'appelle, c'est vrai, je l'avais tout de suite en tête. Euh, Capital Jeune. Capital Jeune de 3000 euros, voilà, qui est vraiment pour les jeunes entrepreneurs, ville de Marseille. Alors, Océane, le but c'est, vous pouvez venir nous voir par exemple, et nous on va vous dire en fonction de là où vous vivez, puis en fonction de votre secteur d'activité, ce à quoi vous êtes éligible. Parce que c'est vrai que je vous présente plein de choses différentes, puis en fonction de votre besoin aussi. Là, je vous le présente de manière très large, tous les besoins, à qui on s'adresse et ce qui existe. Après, effectivement, il faut le voir en fonction de votre projet à vous et le chiffrer. Merci Honoré. Alors, travaux de rénovation, on a droit à prêt d'honneur si c'est votre activité pro, oui. Surtout, je dirais qu'il y a des sujets de transition écologique dans ce domaine-là, donc à valoriser aussi. Ouais. Et je vous ai mis 2 liens, mais vous ne pouvez pas cliquer, donc je vais vous les redonner. Lesaides.fr. Donc là, vous avez vraiment toutes les aides de public. Et puis, je vous mets les aides qui sont territorialisées, donc en fonction de beaucoup des régions et des collectivités locales. Alors, vous voyez, c'est en bêta. En fait, c'est des plateformes qui ont été montées l'année dernière, en début d'année, par l'État et par les collectivités locales, sont un peu qui aspirent les données justement des aides locales. Donc c'est encore en phase de test, mais ça regroupe beaucoup de ce qui existe déjà. Alors, il y a plein de choses qui n'ont pas concerné forcément les entrepreneurs, plein de choses qui concernent les particuliers ou le domaine public, enfin le secteur public, mais allez fouiller ce qui existe autour de chez vous. Puis après, je vous dis, nous, on peut savoir en fonction de votre secteur, en fonction de là où vous vivez, ce à quoi vous êtes éligible. En fonction aussi de critères, est-ce que vous êtes demandeur d'emploi, votre âge, etc. Plein de choses. Et ce qu'on a à la dire, c'est quelques exemples, ce que je vous ai mis. Alors la prime Pity, c'est une prime aussi pour les jeunes entrepreneurs, alors c'est partout en France, de 1000 euros, qui est un fonds du ministère du Travail, hein, pour les moins de 30 ans. Tremplin, c'est pour les entrepreneurs qui sont en création, mais qui ont déjà une activité sous forme de test, donc ce qu'on appelle l'informel, donc du travail non déclaré, et qu'on accompagne dans la formalisation. Donc il y a une aide financière et puis un accompagnement administratif qui va avec, qui est aussi une aide gouvernementale. Les primes régionales, je viens de vous en donner quelques exemples, Gaïa et Déclic, etc. Et une prime au développement durable, qui est un fonds privé, là pour le coup, qui a été collecté par l'ADI, pour là aussi favoriser la transition écologique professionnelle. J'ai fait un gros tour de catalogue, vous avez vu. L'idée, et puis ce que je ne vous ai pas présenté, c'est le microcrédit. Quand on n'a pas accès au crédit bancaire, on peut cumuler, hein, je vous ai mis une simulation là, un exemple, on peut cumuler avec un prêt d'honneur, prêt apport en capital, c'est le nom que ça porte à l'ADI, ce qui permet de rééquilibrer et que
encore une fois, tout ne porte pas sur le coût du crédit, mais que heureusement, il y a le prêt à taux zéro, prêt d'honneur, voilà, ou des primes. Ça, nous, on a tout ça. Donc après, encore une fois, c'est au cas par cas, en fonction de votre activité, en fonction de là où vous vivez, en fonction de vos besoins, on fait cette analyse-là ensemble. Et la GFIP aussi, tout à fait, je ne l'ai pas cité parce que je ne sais pas. Mais parce que c'est pas une aide d'une collectivité ou de l'État, c'est vraiment un fonds aujourd'hui géré par l'URSSAF et distribué par la GFIP. Donc pour les entrepreneurs en situation de handicap, heu, voilà, que nous on distribue pas sur l'URSSAF, mais la GFIP pardon, mais on demande à avoir un apport. La GFIP demande à ce que vous-même vous ayez un apport complémentaire à cette GFIP, à cette aide-là et souvent on finance cet apport-là, qui permet, d'accéder à la GFIP. Ah Laura, est-ce que vous sauriez nous dire dans quelle région c'est? C'est intéressant, effectivement. Aujourd'hui, vous le savez, peut-être, le développement économique, c'est de plus en plus délégué, aux collectivités locales, donc aux régions, aux métropoles, aux intercos. Donc ça n'étonne pas qu'il y ait de plus en plus d'aides comme ça qui se développent, même si parfois c'est éphémère, même si parfois c'est des petits fonds qu'on peut aller dessus, qu'on peut, y être éligible, c'est bien de le savoir. En Loire-Atlantique et en Bretagne. D'accord. Ce qui revient au même pour moi. Je peux être provocateur. Heu c'est très bien. Mais je vais aller me renseigner dessus. Je vais me renseigner dessus, Laura. Pardon, je suis morbihanais, donc je me permets. Heu, merci beaucoup pour l'info. Je vais aller me renseigner là-dessus. Effectivement, ça peut être, comme ça des aides, financières ou pas. Là, on parlait plutôt des aides financières, mais effectivement, les collectivités locales veulent de plus en plus attirer des entreprises et c'est plus l'État ou les départements ou les préfectures qui ont ça à leurs mains, de plus en plus sur les petites collectivités. Donc, elles montent, des aides, pour les entrepreneurs locaux ou pour attirer de nouveaux entrepreneurs. Ouais, Moussa. Ah bah, Seine-et-Marne, il y a du monde, effectivement, vous pouvez venir. Ce que je vais faire pour, clôturer là, je vous remercie déjà d'avoir assisté. Je sais que c'est beaucoup d'infos. Revoyez, la conf en replay, ça va vous permettre, de réemmagasiner pas mal toutes ces infos-là. Venez nous voir pour que ce soit individualisé, parce que là, encore une fois, je grossis le trait et c'est très généraliste, mais, le but, c'est que vous puissiez avoir un accompagnement, dédié, et spécialisé par rapport à votre activité. Je vous mets quand même ouais, si, je vais vous renvoyer le lien du replay et puis quelques bons liens par mail, à tout le monde. Je vais vous renvoyer tout ça. Ouais. Ah bah super Fanny. Donc le programme des prochaines conférences sur, janvier et février et puis, surtout si vous voulez, heu, venir vous rencontrer les collègues donc, pour des accompagnements un petit peu plus, spécifiques et puis détaillés. J'arrive pas à vous mettre. Pardon, je vais vous mettre le lien. Ah, franchement. Non. Bon. Je vais vous renvoyer un mail avec tous les liens. Voilà, ça ne fonctionne pas. Donc les liens pour les aides, les liens pour prendre rendez-vous, les liens pour voir les ateliers, et puis trouver les collègues qui sont qui sont proches de chez vous, parce que je vous ai montré qu'on était partout. Et puis permettre de simuler un petit peu tout ça. La partie crédit, la partie prêt d'honneur, est-ce que j'ai le droit à des aides? Voilà. Je vais vous renvoyer tout ça par mail. Hem, bah, Dorothée, je vais vous renvoyer aussi tout ça, comme ça vous enfin tout le monde, hein, comme ça vous aurez les infos si vous n'avez pas pu tout suivre. Bah, tout ce que je vous ai présenté là, c'est plutôt pour des petites entreprises. Alors là, ce que je vous ai présenté comme, critères d'analyse bancaire, c'est valable pour tout le monde. Heu, Maintenant, moi je nous, ça reste pas trop aux startups ou aux gros projets de société, donc plutôt à des petites entreprises ou à des micro-entreprises. Donc c'est ça que je vous ai présenté. Oui, dans le 78 partout, du 95 aussi. Mais vous pouvez aller déjà, sur celui-là qui fonctionne et là, vous allez avoir les bureaux.
les agences. Hop, voilà. N'hésitez pas, à m'écrire, vous allez avoir mon mail, à la fin de la webconférence, quand ça s'arrêtera. Moi, je vais vous écrire aussi de toute manière pour vous redonner les bons liens. Heu, J'espère que vous allez pouvoir avancer dans votre projet. À vous maintenant de piocher et puis surtout, je vous l'ai dit tout à l'heure, d'aller, frapper à la bonne porte, d'aller poser les questions, de prendre du temps pour ça, de vous faire accompagner. Voilà. Merci encore à toutes et à tous d'avoir suivi, ces 2 conférences. On se retrouve la semaine prochaine, mardi prochain, pour, tous les mardis en fait à 14h30. La semaine prochaine, ce sera sur une thématique de marketing digital, voilà, de numérique. Bon après-midi et à bientôt.